Bonjour à tous. Après cette période plutôt fraîche et un petit peu venteuse par ici, montons la température et parlons des propriétés thermiques des matériaux qui permettent donc bien sûr de décrire leur comportement en température. Alors cette fois-ci, on va notamment expliquer leur origine physique, donc si vous ne connaissez pas la différence entre chaleur et température et si vous n'êtes pas familier avec le concept d'énergie, je vous renvoie à l'épisode précédent. Pour ceux qui sont encore là, penchons-nous sur la première propriété qui va nous intéresser. Vous l'avez déjà constaté, lorsqu'on sort les glaçons du congélateur pour l'apéro, ils commencent à fondre. On dit qu'ils passent de l'état solide, la glace, à l'état liquide, l'eau. Et ça c'est de la culture générale, la température à laquelle la glace fond est de 0 degrés Celsius. Cette température caractéristique, à laquelle on observe un changement d'état, c'est ce que l'on appelle la température de fusion du matériau, qu'on note TF. Alors ici, le terme fusion n'a absolument rien à voir avec le phénomène nucléaire qu'on cherche encore à maîtriser. Mais pourquoi observe-t-on ce phénomène? Comme pour les propriétés mécaniques, faisons une plongée à l'échelle des atomes. À cette température particulière, l'énergie thermique apportée est suffisante pour permettre la déstructuration de la matière et le déplacement de ses constituants, tant leur agitation thermique est grande. Mais ils restent tout de même faiblement liés entre eux, ce qui va les distinguer des gaz, dans lesquels les constituants ne sont quasiment pas liés. Mais si on peut parler de température de fusion pour les métaux et les céramiques aussi, tous les matériaux ne passent pas comme ça d'un état solide à un état liquide. Vous avez sûrement déjà laissé du plastique sur une surface chaude ou observé une imprimante 3D en cours d'utilisation. Dans les deux cas, on ne forme pas une flaque qui va couler par terre comme de l'eau, mais on a un ramollissement. Si vous vous en souvenez, j'avais évoqué ce ramollissement en parlant des thermoplastiques dans la vidéo sur les polymères. Alors pour rappel, ils se regroupent en deux catégories, les amorphes, dont les chaînes moléculaires ne sont pas ordonnées, et les semi-cristallins où on observe entre les parties amorphes des zones où les molécules sont alignées. La température à laquelle on observe le ramollissement des zones amorphes et donc la mise en mouvement des chaînes les unes par rapport aux autres est appelée température de transition vitreuse, abrégée en TG. On l'appelle comme ça parce qu'on passe d'un état qui est dit vitreux, rigide et cassant, à un état dit caoutchoutique, visqueux comme du miel. Le phénomène de transition vitreuse reste aujourd'hui un des plus grands mystères de la science des matériaux, si ce n'est pas le plus grand mystère, parce qu'en fait, aucun des modèles existants ne permet d'expliquer entièrement ce qu'il se passe lors de cette transition un peu particulière. Mais l'essentiel, à savoir le pourquoi du glissement des chaînes, s'explique de la même façon que la fusion des métaux. On a simplement beaucoup plus d'interactions entre chaque constituant, puisque les polymères sont des matériaux moléculaires constitués de grandes entités qui s'entremêlent et interagissent beaucoup entre elles, là où les métaux et les céramiques sont, eux, constitués de petites entités. Pour les polymères semi-cristallins, les zones amorphes disposent aussi d'une température de transition vitreuse, mais elle a généralement peu d'importance. Pour les zones cristallines, la température à laquelle on observe leur ramollissement est appelée température de fusion. Mais attention, qu'il soit amorphe ou semi-cristallin, un thermoplastique ne sera jamais liquide comme de l'eau, à cause de toutes ces interactions entre les chaînes. S'il est amorphe et qu'il est chauffé au-delà de sa température de transition vitreuse, on le dira ramolli, et s'il est semi-cristallin et qu'il est chauffé au-delà de sa température de fusion, on le dira fondu, mais jamais liquide. Comme on peut s'y attendre vu le nom, s'il y a bien une catégorie de matériaux qui dispose d'une transition vitreuse, ce sont les verres. Leur structure ayant des similitudes avec la structure des polymères, eux aussi s'écoulent difficilement à chaud. Alors ne vous en faites pas, je n'ai pas oublié les thermodurs. Comme énoncé dans la vidéo sur les polymères, les thermodurs ne se ramollissent pas vraiment à cause des réticulations, bien qu'une petite transition vitreuse puisse parfois être mesurée. Leur température caractéristique sera celle à partir de laquelle le matériau se dégrade. Ce sera donc simplement sa température de dégradation, là où l'énergie thermique permet la rupture de toutes les liaisons. La valeur de la température caractéristique pour chaque matériau s'explique essentiellement par l'énergie de liaison et donc par le type de liaison. Les céramiques contenant des liaisons ioniques à covalentes disposent majoritairement d'une température de fusion supérieure à celle des métaux, qui eux-mêmes fondent majoritairement à des températures bien supérieures aux températures caractéristiques des polymères, qui tiennent grâce à des liaisons faibles. Ce qui est bien après avoir expliqué tout ça, c'est que bien qu'elles soient des propriétés thermiques, on s'en moque un peu de ces températures. Si elles sont très utiles pour transformer les matériaux à chaud, elles le sont un peu moins quand il s'agit de concevoir quelque chose qui doit tenir en température, comme un four. Bien qu'ils fondent vers 660 degrés Celsius, les alliages d'aluminium se déforment déjà sous leur propre poids à 500 degrés. De plus, d'autres phénomènes peuvent avoir lieu, comme la corrosion à chaud pour les métaux et la dégradation thermique pour les polymères, parce que les hautes températures facilitent les réactions chimiques. Pour prendre tout ça en compte, on regarde non pas les températures caractéristiques présentées juste avant,
mais ce que l'on appelle tout simplement la température maximale d'utilisation, notée Tmax, qui est toujours inférieure à ces températures caractéristiques. Voici un graphique de ces températures pour divers matériaux. Alors vous pouvez vous renseigner sur la température de fusion de la plupart d'entre eux, vous constaterez que les valeurs de Tmax sont clairement inférieures. Par exemple, un acier typiquement ça fond à 1500 degrés. Pourtant, les aciers inoxydables, spécialement faits pour résister à l'oxydation, ne sont utilisables que jusqu'à 800 degrés au mieux. Pour les aciers au carbone, qui eux ne tiennent pas à l'oxydation, on n'atteint même pas les 400 degrés. Mais les propriétés thermiques ne doivent pas être assimilées qu'aux hautes températures. Aussi, il existe une température minimale d'utilisation, en dessous de laquelle le matériau n'est, là encore, pas utilisable, notamment à cause de la fragilité acquise par l'immobilisation de ses constituants aux basses températures. Négliger cette propriété peut avoir de graves conséquences. Certains en ont lourdement payé les frais, comme la NASA, qui a perdu la navette Challenger et ses 7 membres d'équipage le 28 janvier 1986, parce qu'un joint de réservoir en caoutchouc n'avait pas supporté le froid glacial de la nuit. Il s'est rompu au décollage, ce qui a conduit à la destruction de la navette en plein vol. Voici quelques valeurs de ces températures minimales d'utilisation. Alors ce sont des valeurs à considérer avec beaucoup de précaution parce que le comportement des matériaux à basse température n'est pas autant étudié que le comportement à haute température. Maintenant étudions un autre comportement des matériaux en température. Vous avez sûrement déjà constaté la présence de ces trucs de chaque côté d'un pont routier, voire au centre. Ce sont ce que l'on appelle des joints de chaussée. Et vous avez peut-être déjà pu constater qu'on laisse toujours un écart ou un joint élastique entre deux bâtisses ou sur deux grands murs. Mais pourquoi a-t-on besoin de ces joints? Les matériaux, lorsqu'ils chauffent, ils se dilatent en occupant un volume plus grand et se rétractent en refroidissant. C'est ce que l'on appelle la dilatation thermique. Les joints de dilatation permettent d'éviter que deux pièces se dilatent l'une contre l'autre, ce qui engendrerait des contraintes internes qui peuvent parfois poser quelques problèmes. Pour expliquer l'origine de cette dilatation, il faut une fois de plus plonger à l'échelle des atomes, ce qui nécessite de connaître la notion d'énergie. Donc au cas où, je vous renvoie de nouveau à l'épisode précédent. Comme on attribue une énergie potentielle de pesanteur à une boule de pétanque tenue au-dessus du vide, on attribue aussi une énergie potentielle de liaison pour les liaisons entre les atomes. Si on prend le cas simple de deux atomes, qu'on va simplement nommer 1 et 2, séparés d'une distance r, la valeur de l'énergie de liaison est typiquement de cette forme. Alors, comment se lit cette courbe? Imaginons que l'on puisse choisir la distance qui les sépare. Si on place l'atome 2 très loin du 1, l'énergie est presque nulle mais on a une très légère pente. En descendant cette pente, et donc en le rapprochant, l'énergie chute de plus en plus jusqu'à atteindre un minimum. À partir de là, si on rapproche encore les atomes, l'énergie potentielle de la liaison grimpe en flèche. Cela permet de représenter le fait qu'à grande distance, à cause des charges qu'ils contiennent, les atomes s'attirent mutuellement, et ce de plus en plus au fur et à mesure qu'ils se rapprochent. Mais à courte distance, les charges sont très proches, et la répulsion des électrons qui entourent le noyau de chaque atome l'emporte largement sur l'attraction qu'on avait jusqu'à présent. On a donc une répulsion qui va les éloigner. Sans main magique qui impose une position à l'atome 2, il va naturellement tendre vers l'équilibre entre l'attraction et la répulsion, là où l'énergie potentielle est minimale, et la distance associée à cette énergie minimale est appelée distance d'équilibre ou distance interatomique. C'est la distance mesurable qui va séparer deux atomes dans le matériau. Ou presque. Dans les faits, cette distance d'équilibre n'est valable qu'au zéro absolu. À toute température supérieure, on va apporter de l'énergie thermique à la liaison, ce qui modifie la valeur minimale d'énergie possible. Et si, au zéro absolu, et donc au minimum d'énergie, il n'existe qu'une seule valeur de distance interatomique possible, lorsqu'on monte à cause de la température, c'est une gamme de distances qui est autorisée. C'est dans cette gamme de distances qu'on va avoir l'agitation thermique. Et la forme du tracé de l'énergie potentielle fait que, lorsqu'on monte en température, la distance interatomique moyenne, qui correspond au milieu de cet intervalle, augmente. Bien qu'il vibre, en moyenne, les atomes s'éloignent les uns des autres, ce qui s'observe à l'échelle macroscopique par une dilatation du matériau. Si on chauffe un matériau assez vite, il est même possible d'entendre cette dilatation. Vous reconnaîtrez certainement ce bruit typique d'un radiateur électrique qui chauffe. La propriété utilisée pour décrire ce phénomène est le coefficient de dilatation, souvent noté alpha, qui permet de faire le lien entre une variation de température ΔT et la déformation de la pièce epsilon. La même déformation que celle vue dans la vidéo sur les propriétés mécaniques.
Le matériau disposant d'un module élastique, cette dilatation thermique peut engendrer des contraintes internes. Pour en revenir au coefficient de dilatation, un coefficient de 1 Kelvin-1 impliquerait qu'une variation de température de 1 Kelvin, ou 1 degré Celsius, c'est pareil puisque c'est une variation, génère une déformation de 100%, soit un doublement de la longueur. Heureusement pour nous, les valeurs réelles sont de l'ordre du million de fois plus faibles. En voici quelques-unes. Alors, il est extrêmement important de prendre en compte ce phénomène de dilatation thermique lorsqu'on fabrique un produit qui doit subir des variations de température, au risque d'avoir des déformations non souhaitées, voire une rupture de pièce. Et dans le cas des matériaux fragiles comme les verres, un coefficient de dilatation trop important peut générer une rupture lors d'un refroidissement trop brutal. C'est pour ça que la verrerie de laboratoire et de cuisine est faite en Pyrex, à la place du verre à vitre classique, et que certaines pièces devant supporter des chocs thermiques encore plus importants sont faites en verre de silice, dont le coefficient est extrêmement faible. Maintenant, penchons-nous sur la propriété qui explique pourquoi on préfère le bois ou les plastiques pour faire les poignées de casserole plutôt que les métaux. Cette propriété avait été mise en avant dans la toute première vidéo. Les métaux sont connus pour conduire la chaleur. On parlera de la conductivité thermique. Alors oui, c'est un anglicisme, normalement on devrait dire conductibilité thermique en bon français. La conductivité thermique, généralement notée lambda ou kappa, exprimée en watts par mètre par Kelvin, donne la densité de flux de chaleur transférée par unité de surface lorsqu'on applique une différence de température de 1 Kelvin entre deux faces séparées d'un mètre, et ce en état stationnaire, c'est-à-dire dans le cas où la température est déjà équilibrée, et donc qu'elle n'évolue plus dans le temps. Sacrée définition, hein. Déjà, densité de flux de chaleur, c'est pas mal, hein. Alors vous aurez remarqué que le watt, l'unité de la puissance, apparaît dans les unités de la conductivité. Parlons-en rapidement avec une analogie. Prenons deux réservoirs d'eau de même contenance. Si le premier est équipé d'une petite pompe à petit débit et le second d'une pompe à plus grand débit, c'est évidemment le second qui se videra le plus rapidement. Eh bien, l'énergie, c'est l'équivalent du volume total contenu dans les réservoirs. Ici, c'est la même valeur. La puissance, elle, est l'équivalent du débit des pompes. C'est en fait un débit d'énergie exprimé en joules par seconde. Donc cette densité de flux de chaleur, ce n'est rien d'autre qu'un débit de chaleur, et donc d'énergie thermique, mais qu'on divise par la section de matière traversée, comme ça on devient indépendant de cette valeur, comme pour la contrainte mécanique. La conductivité thermique désigne donc, plus simplement, la facilité avec laquelle la chaleur peut se propager dans un matériau. Physiquement, à l'échelle des atomes, cette conductivité thermique représente la facilité avec laquelle l'agitation thermique, et donc quelque part l'énergie thermique, se transmet de proche en proche. Des pertes importantes, conduisant à une forte atténuation de l'agitation d'un constituant à l'autre, est associée à une faible conductivité thermique. Alors pour les métaux, il y a aussi les électrons libres qui participent activement à cette conductivité. Étant petits et pouvant parcourir de grandes distances par rapport aux atomes qui vibrent, ces électrons permettent une propagation efficace de la chaleur. Voici quelques valeurs. Alors on voit ici très bien pourquoi on utilise le cuivre ou l'aluminium, qui sont très conducteurs, pour fabriquer le corps des casseroles, et du plastique ou du bois, qui eux sont plutôt isolants, pour les poignées. Et on voit aussi très bien pourquoi on utilise les mousses pour l'isolation des maisons. D'ailleurs, petite parenthèse, pour le bâtiment, si vous vous y êtes déjà intéressé, vous avez pu constater qu'on parle non pas de conductibilité thermique, mais de résistance thermique, généralement donnée pour 1 mètre carré. Elle se calcule simplement en divisant l'épaisseur de l'isolant par sa conductivité. Donc on peut augmenter cette résistance thermique en augmentant l'épaisseur de l'isolant ou en diminuant sa conductivité. Mais dans les deux cas, on est plutôt limité, puisque pour la conductivité, on est déjà proche des minimums physiquement possibles, les seuls matériaux plus performants coûtent beaucoup plus cher, et augmenter l'épaisseur, c'est mordre sur vos mètres carrés, donc c'est pas intéressant. Pour les mousses et les laines comme la laine de verre, la très faible conductivité vient de la présence d'air piégé dans le matériau, dont on a ici une valeur de conductivité, en supposant qu'il ne se déplace pas par convection. La conductivité thermique, c'est bien, mais elle n'est applicable que lorsqu'on est déjà en température, comme lorsque la casserole est sur le feu depuis 20 minutes. Mais si je dois élever ou abaisser la température du matériau pour atteindre cet état stationnaire, il faut bien lui apporter ou lui retirer de l'énergie thermique, ce qui prend du temps et fait intervenir une autre propriété. C'est la capacité thermique qui fait le lien entre la chaleur en joules et la température en Kelvin. La capacité thermique massique, Cp, qu'on nomme aussi chaleur massique ou chaleur spécifique,
c'est la quantité de chaleur en joules qu'il faut apporter pour élever d'1 Kelvin la température d'1 kg de matière. Tout simplement. Cette capacité s'exprime donc en joules par Kelvin et par kilogramme, et est utilisée dans une relation très simple. La chaleur Q apportée ou éliminée vaut simplement le produit de la chaleur spécifique par la masse de matière chauffée ou refroidie, par la différence entre la température finale et la température initiale. Donc on peut aussi utiliser le degré Celsius. À l'échelle atomique, je pense que vous l'aurez compris, c'est simplement le lien entre l'agitation des constituants et leur énergie cinétique. Il existe des capacités analogues, à savoir la capacité thermique volumique et la capacité thermique molaire. Alors on utilisera le plus souvent la massique ou la volumique, puisque c'est quand même assez rare d'utiliser la mole en ingénierie. Voici les valeurs de chaleur spécifique de différents matériaux. Et là, les valeurs de chaleur volumique. Alors il est intéressant de constater dans ce cas-là que, contrairement à la chaleur spécifique, les valeurs sont assez rapprochées et tournent autour de 2 à 3 joules par Kelvin par centimètre cube. Sauf pour les mousses, mais ça c'est parce qu'elles contiennent de l'air. Alors je vous ai rajouté l'eau parce qu'elle dispose d'une chaleur spécifique particulièrement élevée, ce qui explique son utilisation pour le chauffage central ou les bouillottes. Même si pour ce second exemple, la chaleur spécifique est importante, une autre propriété l'est tout autant. Encore une fois, la capacité thermique c'est bien, mais ça ne laisse pas clairement apparaître le temps. Or, ce que j'aimerais évaluer, c'est le temps que va mettre mon matériau à chauffer ou refroidir. Pour ça, étudions l'échauffement d'une pièce. Si on reprend ce schéma, mais en partant d'un cas où toute la pièce est à la même température, et que l'on chauffe soudainement la face de gauche, que se passe-t-il? De par la conductivité et la capacité thermique, les constituants vont à la fois transmettre et absorber la chaleur qui traverse le milieu. Mais la conductivité implique un débit de chaleur. Si vous souhaitez remplir un verre d'eau au robinet, ce n'est pas instantané, vous êtes limité par le débit en sortie du robinet. Et bien ici, l'accumulation de chaleur par les constituants suivant leur capacité thermique est limitée par la conductivité thermique qui régit le débit de chaleur. Si mon matériau permet un débit élevé en conduisant facilement la chaleur, et si chaque constituant ne nécessite pas beaucoup d'énergie pour gagner en température, il propagera rapidement une variation de température d'une face à l'autre. On peut représenter cette idée mathématiquement en divisant la conductivité par la capacité thermique. Alors si on prend la capacité volumique, on trouve quelque chose qui s'exprime en mètres carrés par seconde. Ce quelque chose, où l'évolution dans le temps apparaît clairement, c'est la diffusivité thermique du matériau, notée A ou D. Une valeur élevée de diffusivité, associée à un matériau très conducteur comme le cuivre, ou avec une faible capacité volumique, propage très rapidement une variation de température. Il n'a pas d'inertie thermique. A l'inverse, si le matériau est peu conducteur comme le béton, ou nécessite beaucoup d'énergie pour chauffer, il aura une faible diffusivité et donc une forte inertie thermique. Cette diffusivité thermique est un paramètre important de la célèbre équation de la chaleur, dont je ne parlerai pas plus avant ici, parce que la résoudre n'est pas évident, à tel point qu'on doit quasi systématiquement faire appel aux ordinateurs. Heureusement, elle peut aussi être utilisée dans cette approximation très simple qui permet d'estimer le temps nécessaire pour percevoir la variation de température à travers une paroi de X mm d'épaisseur. Si on reprend les valeurs des deux exemples juste avant, on trouve que pour une épaisseur de 20 cm, le cuivre transmet la variation de température en environ 3 minutes, alors que le béton le fait lui en 8 heures. Ces deux exemples permettent de bien apprécier la notion d'inertie thermique. Voici les valeurs de diffusivité thermique. Alors, puisque la valeur de capacité volumique est grossièrement la même pour les matériaux, il n'y a pas de grande différence de classement entre ce que l'on a ici et ce que l'on avait avec la conductivité thermique. Comme on peut le voir, l'eau, en plus de pouvoir contenir une grande quantité de chaleur, a une faible diffusivité, ce qui implique une très grande inertie thermique, ce qui est plutôt utile pour une bouillotte, puisqu'on souhaite profiter de la chaleur fournie pendant plusieurs heures, et pas seulement quelques minutes. Mais parfois on cherche l'inverse. Bien qu'il fonde à 1000 degrés de moins, on préfère l'aluminium au titane pour alléger les pistons des moteurs thermiques. Pourquoi? Eh bien parce que le titane est un métal avec une forte inertie thermique, donc il n'arrive pas à évacuer la chaleur. Il l'accumule et s'échauffe facilement. Là où l'aluminium, évacuant très facilement la chaleur, ne monte pas trop haut en température. Maintenant, voyons rapidement la dernière propriété qui permet d'expliquer pourquoi on a une sensation de froid au contact des métaux, alors que les bois, eux, nous semblent plus chauds. C'est l'effusivité thermique qui est utilisée pour décrire ça. Cette propriété, donnée comme étant la racine de la conductivité multipliée par la chaleur volumique, indique la capacité du matériau à échanger la chaleur avec son environnement. Une valeur élevée suppose que le matériau absorbe beaucoup de chaleur pour se chauffer.
Mais pourquoi avoir mis une racine carrée? Eh bien, c'est un choix arbitraire qui fait de cette effusivité un coefficient très utile pour calculer la température ressentie au contact d'une surface. Un peu comme pour une note au bac, la température ressentie n'est pas la simple moyenne des deux, mais la moyenne pondérée par l'effusivité. Par exemple, comparons le ressenti au toucher du bois à 10 degrés et du cuivre à 10 degrés. La peau humaine, elle, est typiquement à 32 degrés. Les effusivités de ces trois matériaux sont de l'ordre de 660 pour le bois, 400 pour la peau humaine et 36 400 pour le cuivre. La température ressentie au contact du bois sera donc de 18 degrés, alors que celle ressentie au contact du cuivre est proche de sa vraie température, à savoir 10 degrés. Donc finalement, ce ne sont pas les métaux qui semblent froids au toucher, mais plutôt les bois qui, eux, semblent chauds. Voici quelques valeurs d'effusivité thermique. Voilà, on a fait le tour de l'essentiel des propriétés thermiques, donc ce sera tout pour cet épisode. On aura l'occasion d'approfondir diverses notions, notamment la transition vitreuse, ainsi que les méthodes de mesure de ces propriétés et des autres. Mais en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine et bonne année.